Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où je vous propose un tour d'horizon de tous les points clés concernant l'immobilier en 2025. L'idée c'est qu'on parle rapidement des nouvelles réglementations déjà en vigueur, de celles qui vont arriver prochainement. Et pour animer cette discussion, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Dominique, mon co-animateur. Bonjour à tous. Ravi d'être ici avec Pierre-Luc pour vous présenter un tour d'horizon des changements clés à venir dans l'immobilier en 2025. Allons droit au but et découvrons ensemble ce qui vous attend. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'il y a au programme? Au programme, les nouvelles obligations énergétiques, l'évolution des dispositifs fiscaux, les règles pour les locations courte durée et bien plus encore. On va tout couvrir rapidement et efficacement. Prêt à plonger dans le vif du sujet? Juste avant, voilà, je précise qu'on va pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est vraiment de faire un tour d'horizon. Et je compte sur vous pour vous abonner et soutenir la chaîne. Et surtout pour mettre en commentaire les sujets que vous souhaitez qu'on développe. Les sujets qui reviendront en commentaire, on se fera un plaisir de faire des vidéos dédiées pour vraiment rentrer dans le détail et vous informer sur ces sujets qui peuvent vous intéresser. Exactement. Votre participation est précieuse. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet avec les obligations énergétiques. Exactement. Tous les diagnostics qui ont été réalisés avant le 1er juillet 2021 sont obsolètes. Tu me le confirmes? Oui, c'est ça. Tous les diagnostics de performance énergétique, DPE, réalisés avant le 1er juillet 2021 ne seront plus valides à partir du 1er janvier 2025. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez un DPE qui date d'avant juillet 2021, vous voulez louer ou vendre, il faut refaire un DPE. Ensuite, l'interdiction des logements classés G depuis le 1er janvier 2025. On sait que depuis le 1er janvier 2023, les G+, ont été interdits à la location. C'est au tour des classés G depuis le 1er janvier. Est-ce que ça concerne les baux qui sont en cours, tous les baux ou simplement les nouveaux baux? Cela concerne principalement les nouveaux baux et les renouvellements. Les baux en cours ne sont pas concernés par cette interdiction. Mais les propriétaires doivent être vigilants lors des renouvellements ou des nouvelles mises en location. Depuis le 1er avril 2023, l'audit énergétique, il est obligatoire pour les biens en monopropriété, classés F ou G. Et depuis le 1er janvier 2025, c'est au tour des biens qui sont classés E au DPE. C'est bien ça? Exactement. À partir du 1er janvier 2025, l'audit énergétique sera également obligatoire pour les biens classés E. C'est une étape supplémentaire pour améliorer l'efficacité énergétique des logements et encourager les rénovations. Pour nos amis conseillers immobiliers qui nous regardent, sachez que cet audit énergétique, si vous vendez un bien qui est F, G ou maintenant E, vous devez être capable de fournir cet audit dès la première visite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment conseiller aux vendeurs de le faire tout de suite. Et je précise qu'on parle des biens immobiliers qui sont en monopropriété. Donc type maison individuelle, ça ne concerne pas encore les copropriétés. Oui, c'est un point crucial à souligner. L'audit énergétique est essentiel pour les ventes de maisons individuelles classées E, F ou G. C'est une obligation dès la première visite. Pour les copropriétés, le DPE collectif est obligatoire, mais l'audit énergétique n'est pas encore requis. Et je te remercie de souligner que désormais un DPE collectif est obligatoire pour les copropriétés, notamment pour les immeubles qui détiennent plus de 51 lots. Exactement. Passons à MaPrimeRénov'. Les aides sont maintenues et le parcours par geste reste en place. Cela signifie que les propriétaires peuvent continuer à bénéficier d'aides pour des rénovations spécifiques, sans obligation de réaliser des travaux globaux. Ça veut dire qu'en réalité, si vous détenez un bien qui est en F ou en G, vous n'êtes pas encore obligé de passer par la rénovation d'ampleur. Vous pouvez toujours faire du geste par geste au moins jusqu'à fin 2025, sans forcément avoir de DPE. Donc à mon avis, un DPE sera requis à partir de 2026. Donc faut en profiter, il y a encore des aides qui sont assez conséquentes. Et si vous avez le projet de faire une rénovation d'ampleur, la première des choses à faire, c'est de contacter France Rénov'. Donc vous allez sur le site officiel de France Rénov', vous prenez contact avec votre point d'accueil, vous cherchez où est-ce qu'il se trouve, et vous serez mis en relation avec un conseiller en rénovation énergétique, voilà, qui vous conseillera sur la viabilité de votre projet, qui vous mettra en relation éventuellement avec un accompagnateur Rénov' pour aller plus loin. Mais c'est vraiment le premier point de départ, c'est France Rénov'. L'accompagnement est totalement gratuit, ça a été créé par l'État. Si vous avez une rénovation d'ampleur à faire, France Rénov', c'est le premier point de contact. Tout à fait. C'est un excellent conseil. France Rénov' est vraiment la ressource de référence pour démarrer un projet de rénovation énergétique en toute sécurité. Pour continuer sur la rénovation énergétique et parler de copropriété, il y a un plan pluriannuel de travaux, le PPT, qui est désormais obligatoire pour toutes les copros. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, celles qui faisaient moins de 50 lots étaient exemptées.
Maintenant, si vous avez un immeuble qui a plus de 15 ans, vous êtes obligé de faire un plan pluriannuel de travaux. Est-ce que tu peux nous rappeler le principe? Le plan pluriannuel de travaux, PPT, est un document qui recense les travaux nécessaires dans les copropriétés sur une période de 10 ans. Il permet d'anticiper et de planifier les rénovations importantes, garantissant la bonne conservation de l'immeuble. Maintenant, toutes les copropriétés, même celles de moins de 50 lots, y sont soumises. C'est un outil important pour assurer la pérennité du bâti et éviter des dégradations majeures. Parfait, je te remercie. On va parler de la réglementation sur les locations courte durée. Tout ce qui est Airbnb, tout ce qui est Booking. Par quoi on commence? On peut commencer par les nouvelles obligations pour les locations de courte durée, comme l'enregistrement obligatoire auprès de la commune et la déclaration au syndic. C'est essentiel pour encadrer ces locations et donner plus de pouvoir aux mairies pour réguler le marché. Effectivement, je rappelle également que maintenant un DPE est également obligatoire, même si vous faites de la location courte durée. Donc ça, c'est un point important. Et cette nouvelle loi qui date du mois de novembre 2024 renforce le pouvoir des mairies. Exactement. Les mairies ont désormais plus de contrôle sur les locations courte durée, notamment avec la possibilité de limiter le nombre de jours de location par an. C'est une mesure destinée à équilibrer l'offre locative et à éviter la surconcentration de biens en location saisonnière. C'est un point important pour les propriétaires et les investisseurs. Oui, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais il faut bien comprendre qu'il y a une tension locative qui est très forte dans beaucoup de villes, avec énormément de locataires qui peinent à trouver un logement. C'est la raison pour laquelle la fiscalité sur la courte durée est de moins en moins avantageuse, on va le dire comme ça. C'est tout simplement pour pouvoir réalimenter le marché classique de la location, parce que je vous garantis qu'il y en a vraiment qui peinent, malgré des bons profils, à trouver. Exactement. L'idée est de rendre plus accessible le marché locatif traditionnel pour répondre à la demande croissante de logements. En encadrant plus strictement les locations courte durée, on espère encourager la remise sur le marché de biens pour des locations longue durée, surtout dans les zones tendues. Il y a le prêt à taux zéro. On a des échos comme quoi François Bayrou serait pas contre l'extension à tout le territoire pour acheter un logement neuf. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Le prêt à taux zéro, PTZ, pourrait effectivement être étendu à tout le territoire, ce qui serait une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent acheter dans le neuf. Cela rendrait l'achat immobilier plus accessible et stimulerait la construction de logements neufs, ce qui est une bonne chose pour le marché immobilier. Ensuite, la fin du Pinel. Depuis le 31 décembre 2024, il n'y a plus de Pinel, le dispositif n'existe plus. On n'a toujours pas connaissance d'un éventuel remplaçant. En revanche, tu me confirmes que le dispositif de Normandie, lui, est toujours en vigueur. Est-ce que tu peux me rappeler le principe, s'il te plaît? Oui, le dispositif de Normandie est toujours en vigueur. Il vise à encourager la rénovation des logements anciens dans certaines zones en offrant une réduction d'impôt. Pour en bénéficier, il faut acheter un bien à rénover dans une des villes éligibles et s'engager à le louer après travaux. C'est un peu comme le Pinel, mais axé sur l'ancien et la rénovation. Très bien, je te remercie. Parlons des frais de notaire. On a beaucoup entendu de spéculations comme quoi ça y est, c'était passé. Non, ça c'est pas passé encore. Il y a de fortes chances pour que ça passe et que d'ici juin, il y ait une hausse de 0,5 points, mais ça reste encore incertain, même si je pense qu'on va y aller. Quand je parle de frais de notaire, je parle de frais d'acquisition, vulgairement appelés les frais de notaire, donc qui pourraient augmenter de 0,5 points. Ça ferait une hausse de combien? Je crois que ça ferait une hausse de 1 500 € pour un bien qu'on achète à 300 000 €, hein, c'est ça? Exactement. Une hausse de 0,5 points sur les frais de notaire pour un bien à 300 000 € représenterait environ 1 500 € supplémentaires. En parlant de coûts, on pourrait aussi aborder l'encadrement des loyers et la hausse des taux d'intérêt. Qu'en dis-tu? Avec plaisir, oui, l'encadrement des loyers. Je crois que c'est prolongé jusqu'en juillet 2025 avec une extension sur des nouvelles communes. Oui, exact. L'encadrement des loyers a été prolongé et s'étend à de nouvelles communes. C'est un élément important pour les investisseurs locatifs à prendre en compte. Concernant les taux d'intérêt, il est vrai que certains profils peuvent maintenant bénéficier de taux inférieurs à 3%, ce qui reste attractif pour l'achat immobilier. C'est une bonne nouvelle pour certains emprunteurs. Rappelons que plus le taux d'intérêt est bas, plus votre capacité d'emprunt augmente. Et même si c'est pas tous les profils, à mon avis, qui peuvent avoir moins de 3%, ça reste encore des taux qui sont quand même attractifs si on regarde chez nos voisins européens ou même dans le monde entier. Je voudrais parler de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, elle est bien supprimée pour les résidences principales, mais faites attention parce que pour les résidences secondaires, elle est toujours en vigueur, donc attention à ça. Exactement. La suppression
suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales est une bonne nouvelle, mais pour les résidences secondaires, il faut être vigilant. Certaines communes appliquent effectivement des augmentations significatives, ce qui peut impacter fortement les propriétaires. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaites ajouter? Oui, la taxe foncière, il y a des exonérations possibles, je crois, en fonction de l'âge et en fonction du revenu fiscal de référence. T'as des infos là-dessus? En 2025, les personnes de plus de 75 ans peuvent être exonérées de la taxe foncière sur leur résidence principale, à condition que leur revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain plafond qui varie selon le nombre de parts fiscales. Par exemple, pour une personne seule, le plafond est de 12 704 euros. Cependant, cette exonération ne concerne pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui reste due. Pour les autres profils, il existe également des allègements possibles en fonction des revenus. C'est toujours bon de vérifier auprès des services fiscaux pour connaître les détails et voir si on est éligible à des réductions. Très bien. On peut finir par le débroussaillage qui devient obligatoire, je crois, pour des risques d'incendie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? À partir du 1er janvier 2025, les propriétaires de biens situés dans des zones à risque d'incendie doivent informer les acquéreurs et locataires des obligations légales de débroussaillement. Cela vise à limiter la propagation des incendies en réduisant la végétation autour des habitations. C'est une mesure importante pour renforcer la prévention des feux de forêt. Eh bien écoute, je crois que c'est plutôt pas mal. On a fait un tour d'horizon. Comme promis, on a essayé d'être ultra court, ultra concis. Donc je le répète, si vous voulez qu'on creuse un des sujets qu'on vient d'aborder, surtout dites-le nous en commentaire et je me ferai un plaisir de préparer une vidéo spéciale sur les sujets qui vous intéressent le plus. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap en 30 secondes de tous les points qu'on vient de voir ensemble? Bien sûr. En résumé, nous avons abordé les obligations énergétiques, avec la fin de validité des anciens DPE et l'interdiction de location des biens classés G. MaPrimeRénov' qui reste accessible sans obligation de rénovation globale. Le plan pluriannuel de travaux obligatoire pour toutes les copropriétés, l'encadrement des locations courte durée avec l'obligation de DPE et de déclaration. Les évolutions fiscales avec la fin du Pinel et les ajustements pour les meublés touristiques et enfin les potentielles hausses des frais de notaire. Pour toute question ou sujet à approfondir, n'hésitez pas à commenter. Merci à tous. Merci à toi Dominique, j'ai été ravi de faire ce tour d'horizon en ta compagnie et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.